Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast où... Waza. Cette semaine, on retombe en enfance pour parler d'un film qui a profondément marqué la pop culture et notre vision de l'épilation du maillot. Je veux bien entendu parler de La bataille de Gaulle, l'âge de fer, actuellement en salle. Non, je veux parler de Scary Movie, réalisé par Keenan Ivory Wayans et scénarisé par ses frères Marlon et Sean Wayans. Le film est sorti en octobre 2000 en France, avec une interdiction aux moins de 12 ans. C'était très important, on va en reparler. Et si on en parle, c'est parce que cette semaine est sorti le 6e volet de la franchise, intitulé lui aussi Scary Movie, et toujours coécrit par les frères Wayans, qui n'avaient pas participé à l'écriture depuis le 2e film. Et si je vous dis « on », ce n'est pas pour employer le pluriel royal ici en studio, mais parce que je suis accompagnée d'Arthur Sio, journaliste cinéma et membre du podcast Réalisé sans trucage. Salut Arthur. Salut. Et merci pour ce magnifique Waza. Ouais, on en fera peut-être des mieux plus tard. Ouais. Alors Arthur, pour commencer, juste avant d'enregistrer, on échangeait nos dates de naissance respectives, puisqu'on a 3 ans d'écart. T'es un tout petit peu plus jeune que moi, et je pense que ça a beaucoup joué sur notre appréciation de cette franchise. C'est quoi ton rapport à Scary Movie ? Donc moi, je suis né en 93, donc quand le film sort, j'ai même pas 7 ans. Ah ouais. Ce que je connais de Scream vaguement, c'est le masque. Et l'affiche qui m'effrayait au plus haut niveau. Et du coup, ce que je captais à l'époque de Scary Movie, c'est que ça se moquait de ce film-là, parce que justement, il y avait cette séquence qui était déjà en vrai un peu culte avant que le film sorte, du Waza au téléphone, avec la langue. Et c'est un peu ça que j'avais en tête. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas vu. Et ensuite, le problème, c'est que au moment où j'ai atteint l'âge adolescent, où ça aurait pu devenir cool de le découvrir, bah, on n'en parlait déjà presque plus. C'était déjà has-been en fait. Ouais. Sauf, et on en parlera plus tard dans l'émission, moi j'ai découvert Scary Movie par le 3e. Que je considère peut-être le meilleur, par ailleurs. C'est toujours comme ça. Enfin, moi, j'ai découvert Fast and Furious avec le 2, tu vois. Et du coup, pour moi, le 2, c'est le meilleur. Parce que... Pas du tout, pour le coup. Alors, c'est un autre débat. On refera un épisode, si tu veux, sur Too Fast, Too Furious. Ouais. Mais ouais, je pense qu'à cet âge-là, en fait, on découvre souvent des franchises par une entrée qui n'est pas toujours la meilleure ou qui n'est pas toujours le premier film. Et ça reste un truc hyper marquant pour nous. Un peu une Madeleine de Proust, quoi. Par contre, même si j'avais pas vu le film, c'est vrai que j'entendais les grands le faire, le fameux Waza. Et tout le monde le faisait. Même ceux qui n'avaient pas vu le film comme moi et qui n'étaient même pas au courant que ça venait d'un film au départ. Ça, c'est devenu un vrai truc parce que c'était repris à la télé, ça a été des gimmicks, c'est un truc qui est devenu plus grand que le film presque. C'est vraiment le gag. À la base, ça venait d'une pub Budweiser. Hello? Yo, what's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. Et cette pub est devenue hyper célèbre partout dans le monde. Et ensuite, le film a repris ce gimmick de la pub. Et ensuite, le film a encore plus amplifié le Waza. Moi, je me souviens plus du tout si j'ai d'abord découvert les pubs parce que je pense mes parents regardaient les zappings, un truc comme ça, et que du coup, on l'avait vu comme ça. Ou si j'ai découvert avec le film parce que pareil que toi, moi, en 2000, du coup, quand le film est sorti, je devais avoir 9 ou 10 ans. Je ne l'ai évidemment pas vu en salle. Et donc, je me souviens pas exactement à quel moment je l'ai découvert, ni si j'ai découvert d'abord le premier ou d'abord genre le 2 ou le 3. Je pense que j'ai peut-être d'abord découvert Scary Movie 2 et qu'après, j'ai un peu repris. Attends, mais du coup, tu penses que le 2 est mieux que le 1 ? Honnêtement, je me souviens plus du tout du 2. Je me souviens de quelques gags du 4 parce que ça m'a beaucoup marqué et parce que je pense que j'étais vraiment en âge de l'apprécier. C'était un peu le sweet spot, tu vois, de ma pop culture à moi. Mais clairement, je me souviens du Waza parce que c'était un truc qu'on faisait à la cour de récré. Je suis pas sûre que ça soit venu spécifiquement de Scary Movie ou si c'était pas d'abord la pub qui avait été reprise aussi même dans des pubs françaises. Enfin, c'est vraiment devenu un truc genre hyper répandu, quoi. Et à cette époque, les pubs étaient aussi une grosse partie de notre culture, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais il y avait des pubs qui devenaient vraiment des phénomènes en fait mondiaux, quoi. Ouais, carrément. Et celle-là, c'était vraiment le cas. Mais ouais, moi, je me souviens pas du tout. J'ai essayé de mener l'enquête en fait pour voir, parce qu'en 2000, c'est sûr que je l'ai pas vu en salle. Et en fait, je pense que je l'ai découvert grâce au vidéoclub, puisqu'on passait énormément de temps à emprunter des VHS et des DVD à l'époque. Et donc, je me souviens que beaucoup de films en fait de cette époque, pareil pour Destination Finale, pour la sortie du premier, je pouvais pas le voir en salle. Mais j'ai découvert ça au vidéoclub parce qu'en plus, le film Scary Movie est sorti en DVD vraiment peu de temps après la sortie en salle, genre 2-3 mois plus tard. Donc en fait, on pouvait le louer très rapidement et ça a participé au phénomène, même pour ceux qui ne pouvaient pas forcément le voir au cinéma à ce moment-là, quoi.
Et donc toi, à la cour de récré, c'était plutôt les grands qui... Ouais, c'était les grands, mais les petits, on comprenait pas, mais on imitait les grands. Tu sais, il y a ce truc de ah bah si eux ils le font, c'est que c'est cool, donc il faut qu'on le fasse parce que si on n'est pas cool. Exactement. Après, je pense qu'il y a eu aussi quelques années plus tard, même si j'ai pas découvert les films en entier, je pense que j'ai découvert les scènes sur YouTube plus tard, sans avoir vu le film, tu vois. Par exemple, la scène d'introduction qui reprend littéralement la scène d'intro de Scream. Ouais. Je connaissais le coup de couteau qui enlève le silicone bien avant d'avoir vu le film par ailleurs. À un âge peut-être trop jeune, mais quand même, tu vois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, toi, le 4, c'est ton sweet spot ? En fait, moi, mon gag préféré de tout Scary Movie, de toute la franchise, enfin, j'ai vu que les 4 premiers, c'est celui où il y a la victime de The Grudge qui est dans un bureau de poste ou un truc comme ça, et en fait, tout le monde lui fait lécher les courriers pour fermer les enveloppes parce qu'elle s'est fait arracher la mâchoire. Et donc, en fait, elle bave en permanence, et il l'utilise, en fait, comme tampon, comme truc pour fermer les enveloppes. Take a look. Holy shit! Someone put a towel under her or something. Christ. It's the Nora's house, Mr. Koji. They say it's cursed. There's no such thing as a curse. Don't be ridiculous. Those just old wise tales. I need someone there today or I'm in big trouble. Et ça, mais je me pleure dessus de rire à chaque fois que je vois ce gag, quoi. Et je pense que le 4 est pas très bon. Mais en fait, je pense qu'au moment où j'ai vu le 4, là, pour le coup, j'étais vraiment dans l'adolescence. Et dans les 3 années qui avaient précédé, j'avais bouffé que du film d'horreur. Ce que j'avais évidemment pas fait à l'âge de 10 ans. Et en fait, je pense qu'entre mes 12 et 14 ans, ça a été la période la plus incroyable de ma vie pour découvrir le cinéma d'horreur, sans doute un peu comme toi, tu vois. Et donc, j'avais bouffé tous les films, et notamment The Grudge, Destination Finale, qui étaient parodiés dans Scary Movie 4. Et donc, en fait, je pouvais capter les références, alors que ce qui est fou, c'est que moi, j'ai aimé Scary Movie, alors que je n'avais vu aucun des films que ce film parodiait. Et Scream, je l'ai découvert, je pense, 20 ans plus tard. Enfin, en fait, j'avais pas vu Scream, j'avais pas vu Souviens-toi l'été dernier, je l'ai découvert l'année dernière, Souviens-toi l'été dernier. Enfin, vraiment, je connaissais pas ces films-là, mais je commençais à m'intéresser au cinéma d'horreur, et donc j'avais quand même aimé le film. Bah, moi, j'ai le même rapport avec le 3, tu vois. Parce que quand je découvre le 3, je suis en âge à comprendre les blagues. Ouais. Le 3, il faut le dire, je pense qu'on en parlera peut-être aussi, mais c'est le premier qui est donc pas réalisé par les Wayans et qui est réalisé par Zucker, donc un des Zaz. Ouais. Et donc on est un humour qui est beaucoup plus slapstick, où par exemple il y a un gamin qui va se faire, je sais pas, il va se prendre 3 bagnoles, il va se prendre 4 murs, il va tomber de 3 étages. Enfin, c'est des gags beaucoup plus visuels, beaucoup moins graveleux, même s'il y en a. Et en fait, pareil, il référence des films que moi j'avais vus à l'époque. J'avais vu 8 Mile, j'avais vu Le Cercle. Tout ça, c'est des références que j'ai. Même si je ne l'ai pas vu, il y a eu un tel marketing autour du film Signs de Shyamalan que je comprends le délire du maïs, des gars qui croisent des aliens avec leur chapeau en aluminium, etc. Ce qui fait que le 3, quand il sort, j'ai l'impression de comprendre tout. Et d'un seul coup, je me sens comme les grands de l'époque. Quand le 1 est sorti, ils faisaient des références et j'étais là genre, ah ouais, non. Alors que là, je captais tout. Et du coup, moi, je pense que le 3 est le meilleur. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Mais en fait, ce que je trouve fou, c'est à quel point ces films-là ont impacté notre imaginaire et notre culture du film d'horreur, même pour les gens qui n'en avaient pas vu à l'époque ou qui n'en ont pas vu depuis. Parce que, par exemple, Marie, avec qui je faisais le podcast Ami, quand on a regardé Blair Witch pour la première fois ou L'Exorciste, elle les avait jamais vus. À la trentaine, elle les avait toujours pas vus, mais elle savait ce qui se passait dedans grâce à Scary Movie. Elle savait qu'il y avait du vomi projectile vert fluo. Elle savait qu'il y avait une meuf qui avait de la morve qui coulait de son nez dans Blair Witch parce qu'elle avait vu Scary Movie. Et donc c'est fou parce que ils ont implanté en fait ces images, ces références dans notre tête avant même qu'on voit tous les films auxquels ils faisaient référence. Moi je pense peut-être que j'avais vu Sixième Sens avant de voir Scary Movie, et peut-être Shining parce que je l'ai vu très jeune. Mais sinon les autres je les connaissais pas, quoi. Mais ça c'est des rêves du 2, non ? Dans le 1, il y a Sixième Sens et Shining. Et Blair Witch aussi. Mais par contre, L'Exorciste, c'est après. C'est le 2. Ouais, c'est ça. Ouais, L'Exorciste, c'est après. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont commencé, ils en ont fait un. Et je pense qu'ils s'attendaient pas au succès du film. Ouais, bien sûr. Ni à que ça devienne une franchise. Et du coup, après, ils se sont dit, ah ok, donc bon, on va aller sur ça maintenant. Et puis, bon, il y a ça qui vient de sortir, donc il faut qu'on en parle. Et en même temps, on va les puiser dans tel truc un peu connu. Enfin, ils se sont amusés aussi à aller piocher un peu partout. Ouais. Et puis en fait, on voit la progression de ce qu'était le cinéma d'horreur à cette époque-là, puisque le premier, il est inspiré par le gros succès de toutes les franchises des années 90, dont Scream et Souviens-toi l'été dernier. Mais dans le 4, c'est les films d'horreur japonais, quoi. C'est The Grudge, c'est Le Cercle. Et donc, ça donne aussi place à des blagues questionnables sur... Qui n'ont pas les mieux vieillis de la franchise. T'as jamais vu le 5 ? Non. Ne le vois jamais. Ok. c'est immonde, c'est leur plus gros raté. Le seul truc horrifique qu'ils reprennent, c'est La Guerre des Mondes de Spielberg. Ah oui, d'accord. C'est gênant.
Vraiment, là, c'est celui de trop. Vraiment, c'est celui de trop. Et, Bah écoute, je leur souhaite pas, puisqu'il y en a un qui sort en salle là. Donc, il y a eu 13 ans entre oui. le 5 et le 6. Donc, tu vois, il y a eu le temps de revoir la copie. De digérer. Et Ouais. c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses dans le cinéma d'horreur depuis, qu'il y a eu tout un cycle, en fait, qui a disparu, qui est revenu, qui est maintenant devenu toute une forme de cinéma de prestige, qui est maintenant, qui se fait une place au Festival de Cannes, aux Oscars, avec Get Out, The Substance. Donc, il y a des choses à raconter et on en reparlera de ce nouveau volet. Scary Movie, c'est une parodie, à la fois donc de toutes les franchises de films d'horreur de l'époque, mais aussi de plein de références pop culturelles très spécifiques à l'époque. Et il y avait Waza, mais il y avait aussi, par exemple, Shaquille O'Neal. Qui est clairement un truc très daté, quoi. Enfin, les blagues sur Shaquille O'Neal aujourd'hui, je sais pas qui elles font encore rire, tu vois. Peut-être plus le public américain, mais... Shaquille O'Neal qui a un caméo au début du 4, d'ailleurs, où il joue la victime d'un piège à l'assaut, où il génial. doit se scier la jambe. Ah putain, je m'en souviens pas. Ouais, non, parce que là, du coup, pour cet épisode, j'ai revu le 1, que je n'avais pas revu depuis ma jeune adolescence, et j'ai pas revu les autres, parce que j'ai pas le même zèle et la même détermination que toi. Mais j'admire beaucoup ton implication. Moi, la différence, c'est que je n'avais vu que le 3. Ouais. Donc, quand je les ai rattrapés, en fait, j'ai découvert le 1, j'ai découvert le 2, et puis j'ai découvert les 2 derniers aussi. Mais en fait, c'était juste pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de c'est quoi Scary Movie avant de découvrir le nouveau. Ouais. En fait, j'aime bien faire ça. Moi, Oui, bah t'as raison, ouais. Puis j'avais le temps, surtout. Donc, je pouvais me le permettre. Et je regrette pas, parce qu'en vrai, le premier, il est incroyable. Et c'est bien ensuite de pouvoir voir ce qu'a donné le 2. Et les frères Wayans, ils l'ont dit en interview, ils trouvent que le 2, il est en ça. Et objectivement, c'est le cas. Et du coup, quand eux, ils partent, il y a Zucker qui prend le relais. Et du coup, c'est un autre type d'humour et de référence. Enfin, moi, j'aime bien voir l'évolution des franchises comme ça, tu vois. Voir où est-ce que ça va, pourquoi ça va comme ça, etc. Et donc, découvrir Scary Movie pour la première fois, à ton âge, qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, maintenant, j'ai découvert Scream, bien plus tard, tu vois. J'ai toujours pas vu Souviens-toi l'été dernier. Franchement, en fait, c'est exactement la même chose. Non, mais c'est ça qui est très intelligent, c'est que c'est même pas... Il se moque de ce film dans Scream juste en reproduisant l'intrigue de ce film. C'est-à-dire que c'est tellement risible que... Enfin, vraiment, c'est pourri. Ouais, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux regarder le film en te disant j'ai pas toutes les refs, et pourtant, ça fonctionne. Donc déjà, la parodie de Scream en elle-même, moi, je la trouve géniale. Ouais. C'est-à-dire que la manière de reprendre les mécaniques, les relations, les personnages, il y a des lignes de texte, je me suis renseigné après, notamment une scène où elle part un peu vexée de la cantine en disant « de toute façon, tu m'as pas compris, machin ». Cette ligne de texte, c'est littéralement la même, sauf que Anna Faris, elle part après en courant, en levant les bras, enfin bref. La parodie, elle se joue à plein de niveaux, et c'est assez brillamment fait parce que du coup, si tu as les refs, tu trouves ça très drôle, et si tu les as pas, c'est juste ridicule, et donc c'est très drôle. Et donc moi, j'ai adoré rattraper le premier, et j'avais très peur parce qu'on m'avait dit, c'est de l'humour daté, il y a des trucs un peu, peut-être un peu racistes, peut-être un peu sexistes, etc. Moi, je trouve ça va. En vrai, il y en a, tu vois, mais je trouve ça va. Je trouve que ça va aussi. En fait, dans ma tête, c'était bien pire que ce que j'ai constaté en revoyant le film. Et c'est vrai que moi, c'est plus, je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de blagues sur l'homosexualité refoulée, parce qu'il y a genre plusieurs personnages à propos desquels on fait ces blagues-là. Et il y a aussi la coach de sport qui est en fait trans, ou enfin, en tout cas, qui se présente comme une femme, mais qui a les couilles qui pendent pendant toute une très longue scène. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc, il y a quand même des trucs où je pense déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'oserait peut-être pas les faire aujourd'hui. Et du coup, je suis curieuse de voir comment ils vont faire dans le 6, parce que c'est clairement un film qui pousse tous les bouchons. Mais je suis d'accord avec toi, ça n'a pas si mal vieilli que ça. Tu vois, typiquement, le personnage dont tu parlais, il y a un personnage vraiment qui est sur l'homosexualité refoulée, qui est celui qui est incarné par Sean Wayans, le frère, qui est le petit copain de Brenda. Lui, effectivement, il reprend tous les codes vestimentaires, d'attitude, de vocabulaire, de manière d'interagir avec le monde, qui laisserait à penser qu'il est homosexuel. Mais en fait, là où moi je trouve que c'est très drôle... Oui, puis surtout, il touche le cul il met des doigts dans le cul de son pote, genre pendant une scène où il est censé être excité par Brenda, en fait, il est en train de trifouiller le cul de son pote. Donc, Sauf qu'en fait, là où je trouve que le film est très malin, c'est qu'à aucun moment, les autres ont des réactions homophobes face à ça. Premièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait des comédies où les gens... Même dans les années 2000, il y avait des trucs où il y avait des réactions qui étaient vraiment... je pense à, par exemple, ça n'a rien à voir, mais tu vois, l'amour extra large, sous couvert de vouloir avoir un message progressiste, c'était hyper grossophobe. Là, ils se veulent pas être un film hyper pour les droits des LGBTQIA+, mais pourtant, c'est pas un sujet. Genre, il est là, c'est un objet d'humour, on en rigole parce que lui ne sait pas qu'il est sûrement homosexuel, tout le monde autour de lui a l'air de le savoir, en même temps c'est pas un sujet, et à la fin c'est un sujet, et en fait il dit mais pas du tout de quoi vous parlez, donc tu vois, il y a une espèce de retournement de situation à plein d'endroits, et par ailleurs, il y a une idée que je trouve géniale, et je sais pas si tu te souviens, dans une des scènes à la fin, il se met devant un trou, il croit pouvoir entendre quelqu'un, et il se prend un sexe dans l'oreille. Ça se termine en lobotomie.
Et j'ai vu des gens sur internet dire c'est intéressant que le personnage qu'on pensait de gay a une espèce de lobotomie par une bite et ensuite, j'ai le droit de dire des gros mots, Oui. et à partir de cette lobotomie-là, devient hétérosexuel. Et à la fin, on reprend cette scène un peu qu'on avait dans Scream où les deux personnages sont quand même très proches. Oui, et il y a une tension. un homo-érotisme un peu. Et lui, il est là, mais pas du tout. Donc en fait, je trouve que même les trucs qui pourraient être casse-gueule et datés sont au final suffisamment malins pour ne pas être trop gênants. Ouais, je pense que c'est plus fin que ce que j'imaginais avant de le revoir. Et effectivement, c'est un peu leur leitmotiv, c'est de dire tout le monde en prend pour son grade, personne ne sera épargné, on se moque vraiment de tout le monde. Et je pense que c'est ça qui réussit effectivement dès le premier. Enfin, en tout cas, moi, en le voyant, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnages qui sont un peu plus antagonisés que d'autres. Enfin, tout le monde est ridicule, tout le monde prend des mauvaises décisions. Et c'est ça qui est très, très drôle, quoi. Alors que dans les suivants, justement, typiquement, l'objectivisation des femmes, qui est clairement là dans la scène d'ouverture, mais parce qu'elle se moque aussi un peu de la scène de Scream, elle est vraiment poussée à un niveau abusé dans le 4, par exemple. Ouais. C'est un niveau de vraiment, on va filmer les corps des femmes, etc., qui est pour le coup beaucoup plus gênant. Dans le premier, c'est pas vraiment ce genre de sujet-là. Enfin, je sais pas, moi je trouve que... Non, moi ça me fait marrer. Enfin, du coup, Ouais. la séquence d'ouverture du premier, effectivement, avec ce personnage Drew Decker, en référence à Drew Barrymore dans la séquence d'ouverture de Scream, qui est joué par Carmen Electra et qui donc se fait poursuivre tout de suite par Ghostface et qui a cette course au ralenti en bikini mouillé et qui ensuite se fait planter un couteau dans le sein et il sort une prothèse en silicone. En vrai, c'est très très drôle et c'est d'autant plus drôle qu'elle se moque d'elle-même, que C'est Carmen Electra ait été partante en fait pour jouer le jeu, pour faire des blagues sur Shaquille O'Neal et sur Prince. Enfin, ça marche très très bien. Et en fait, ça fonctionne parce que ça se moque justement de tous les tropes un peu sexistes C'est ça. et racistes qu'on a pu observer dans les films d'horreur. C'est-à-dire que oui, on objectifie énormément les femmes victimes dans les films d'horreur, et donc le film se moque de ça. Et puis, il y a quand même eu une tendance historique qui a un peu disparu maintenant, heureusement, qui sont consistés à toujours tuer le personnage noir en premier. Et donc là, par exemple, t'as les Black News, quand il y a le premier meurtre, qui disent « Bah, nous, on se taille d'ici, en fait, parce que clairement, on a compris le message. » Police are combing the area for clues. It seems there are no witnesses available at this time. There are no suspects in custody. Police are asking anyone to come forward. Report live for Black TV. White folks are dead. We're getting the fuck out of here. Let's roll, Jack. Come on, back to shit. Let's go, motherfucker. Go. Donc, en fait, le film, qui est certes très vulgaire, reprend quand même avec beaucoup d'intelligence tout ce qu'on pourrait reprocher aux films d'horreur qui ont été produits avant celui-ci, quoi. Et donc, ça marche, parce que oui, c'est offensant, honnêtement, mais c'est un equal opportunity offender, comme ils aiment bien dire là-bas, c'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade, et qu'au final, j'y trouve assez peu de choses qui auraient mal vieilli, à part peut-être, à un moment, il y a quelqu'un qui fait une blague sur... un rapport sexuel et on lui demande mais est-ce qu'elle kiffait et il dit bah ouais jusqu'à ce que le GHB perde de son effet et là bon du coup j'ai décidé d'arrêter de lui lécher le fion, un truc comme ça. Et là en le revoyant aujourd'hui j'étais waouh, je suis pas sûre là, je suis pas sûre à 100%. Malgré tout, les mœurs sont évoluées aussi, tu vois. Il y a un moment où, bon, tu peux être aussi progressiste que tu penses l'être à un instant T. Exactement. Et en 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, et c'est du coup même remarquable, comme tu le dis, que ce soit pas plus offensant. Enfin, qu'en fait, il y a 26 ans, on ait déjà eu une réflexion relativement fine sur l'homosexualité potentiellement refoulée de certains personnages, etc., etc. Moi, il y a un autre truc que je trouve assez savoureux en le revoyant aujourd'hui, et je pense que ça a été assez crucial dans mon imaginaire et mon développement à l'époque, c'est des héroïnes féminines qui sont pas si sexy que ça, en fait, ou qui ont le droit de pas être sexy tout le temps. Alors certes, il y a Carmen Electra au début, mais ensuite, on a Brenda, par exemple, qui a sa vieille culotte toute pourrie, parce qu'elle dit, bah ouais, mais c'est jour de lessive, donc en fait, j'ai pas toujours de la lingerie super sexy sur moi, et elle en a pas honte, elle dit juste, bah ouais, en fait, j'ai pas de lingerie aujourd'hui. Et puis, il y a évidemment le personnage principal joué par Anna Faris, qui a besoin d'un bon coup de tronçonneuse avant ses rapports, et qui est vraiment la girl next door, qui est une fille normale, qui est pas hyper sexy. Et alors ça, c'est un trope évidemment qu'on retrouve dans toute l'histoire du cinéma et surtout des teen movies. Mais en fait, moi, j'avais trouvé ça plutôt appréciable et je trouve encore ça subversif aujourd'hui, de montrer des héroïnes comme ça, féminines, qui sont pas sursexualisées, qui sont pas absolument parfaites en tout point. Et même la traînée, Buffy, elle est aussi hyper attachante. Vraiment, je trouve que les personnages féminins, en fait, ont très bien vieilli, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Bah, ça passe aussi par la manière dont la caméra les filme, t'as raison, il y a ce truc de, effectivement, Carmen Electra, au début, on en joue, c'est-à-dire que cette scène où elle court et d'un seul coup, elle s'arrête, vraiment, ça se fout de la gueule de l'imaginaire qu'on a de la sexualisation des femmes, mais c'est vrai que quand j'y repense,
le personnage de Regina Hall, donc Brenda, ou le personnage incarné par Anna Faris, j'ai pas souvenir que la caméra les filme leur corps, qu'on les voit à un moment à moitié à poil. Il y a cette scène de sexe où effectivement elle retire sa culotte, mais en fait c'est l'objet de environ 8 gags qui consistent tous autour du fait qu'elle n'a jamais eu de rapport et que il faut peut-être rafraîchir un peu là-dedans. Mais je veux dire, faut débroussailler, faut faire du womanscaping. En fait, l'enjeu, j'ai l'impression, des Wayans, c'est plutôt de se moquer des personnages et donc on n'a pas besoin de les sexualiser pour s'en moquer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe à ce niveau-là. Carmen Electra, il faut, parce que ça raconte quelque chose d'elle, mais en fait, les femmes, c'est des personnages comme les autres. Ouais. Et puis, c'est des personnages féminins qui ont pas mal d'autonomie, en fait, sur leur sexualité et sur tout le reste. Et moi, je trouve ça assez remarquable. Alors, on a parlé de Drew Decker, mais il faut quand même parler des noms de ces personnages qui sont absolument fabuleux. Donc, le personnage principal, joué par Anna Faris, dans son premier rôle au cinéma, et c'est encore plus incroyable, s'appelle Cindy Campbell, donc en référence à Neve Campbell de Scream. Tout premier rôle, ça l'a immédiatement intronisée en reine de la comédie à l'époque, puisque c'est vrai qu'elle a à la fois une innocence et une facilité à transformer tout ce qu'on lui donne en gag, qui est vraiment impressionnante. Et après, je pense qu'elle est restée enfermée malheureusement dans ce type de rôle toute sa carrière, mais c'est vraiment une excellente comédienne, quoi. Ça passe par, tu as raison, cette fausse naïveté, ça passe aussi par sa physicalité, c'est-à-dire sa manière de tomber, de se relever. Je pense qu'elle a été très bien dirigée par ailleurs, parce que c'est pas la seule à voir ça, mais c'est vrai que pour un premier rôle, c'est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, même si à travers les films, les réals ont évolué, elle, ce qu'elle propose dans son personnage, à chaque fois, est assez cohérent. C'est-à-dire qu'elle reste un peu toujours cette même Brenda, elle reste Brenda, quand bien même on n'est plus réalisé par un Wayans, mais par un des As. Il y a ce truc de, le personnage est devenu presque plus fort, suffisamment fort pour que Anna Faris soit identifiée en tant que... Ça ne peut être qu'elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le 5, elle se retire en disant stop là. Mais après, c'est vrai que si tu me poses la question de quel autre film a fait Anna Faris que les Scary Movies, je ne sais pas quoi te répondre. Elle a fait que des comédies un peu vulgaires, avec un humour très gras, très sexuel, mais jamais, elle a jamais vraiment réussi à se sortir de ça. Et puis après, elle est devenue aussi connue comme la femme de Chris Pratt, et puis ensuite l'ex-femme de Chris Pratt. Mais j'avais noté qu'elle avait dit un truc, effectivement, tu dis qu'elle a été bien dirigée, et en fait, le réal l'avait prise à part, puisqu'elle était quand même très stressée avant toutes ces scènes, vu qu'elle n'avait jamais joué dans quoi que ce soit, et il lui avait donné 2 conseils. Déjà, le fait qu'il n'y a pas de vanité dans la comédie, et qu'il faut surtout pas essayer de faire un clin d'œil au public, pour montrer qu'on comprend qu'on est en train de jouer quelqu'un de bête. Il lui a dit, en fait, il faut accepter le fait que le public va te trouver bête. Et je pense que c'est vraiment ça la clé de son jeu, et qui fait que ce personnage est génial, c'est que Anna Faris ose vraiment se ridiculiser. Et je pense que c'est pas facile pour tous les acteurs, en fait, d'aller sur un terrain pareil. Et elle, visiblement, elle dit que ça a été un super conseil pour elle de lui dire, en fait, là, il faut mettre ta vanité de côté et il faut accepter que juste t'es la débile de service, mais en même temps, elle le fait avec une telle sincérité que ça rend le personnage tout de suite attachant, quoi. Moi, j'ai jamais joué la comédie, donc je me rends pas compte de la difficulté que ça représente. Mais ce que tu racontes là, je suis pas sûr que, et surtout aux États-Unis, quelqu'un de connu aurait pu accepter de le faire. Exactement. Une Carmen Electra, elle est pas actrice, donc ça passe, tu vois. Mais et c'est pour ça que dans le casting, on a que des gens. Regina Hall, elle l'est maintenant, mais à l'époque, elle n'est pas spécialement connue. Il y a que des gens pas connus qui peuvent accepter ça. En France, moi, j'ai un exemple récent. C'est quand on voit ce que fait Adèle Exarchopoulos chez Dupieux, on se dit, ah ouais, donc il faut accepter ça. Et il y a que Dupieux qui peut lui donner ça. Il y a que Adèle qui l'accepte, entre guillemets. Mais aux États-Unis, tu vois, toi, une Kristen Stewart, mauvais exemple. En fait, disons que, par exemple, moi, je pense à Robert Downey Jr. ou tu vois, des acteurs comme ça, mais en fait, c'est des acteurs dont on sait qu'ils ont justement ce clin d'œil envers le public, qui disent, vous savez que je suis pas comme ça. Et donc, c'est rigolo parce que vous savez qu'en fait, je suis intelligent et que j'ai choisi ce rôle de neuneu. Mais en fait, c'est vrai que c'est très rare d'avoir des acteurs qui acceptent de délaisser totalement leur ego pour incarner à 100% un rôle comme celui-ci. Et c'est vrai que ça aide quand c'est quelqu'un de totalement inconnu, mais en plus, il faut dire que voilà, elle l'a fait avec énormément de talent et de panache parce que c'était pas donné, quoi. Dans le rôle de son horrible petit ami, on a John Abrahams qui joue Bobby Prince. En référence à Freddie Prinze Jr. Et là aussi, j'avoue que c'est assez malin parce qu'en fait, il est complètement obsédé du cul. Et c'est le pire personnage, en fait, parce que il ne veut qu'une chose, c'est pouvoir justement coucher avec elle. Et lui-même a dit qu'en fait, il regardait tous Scream et Souviens-toi l'été dernier pendant le tournage pour coller le plus possible au personnage qu'il parodiait. Et qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de ça dans le personnage de Freddie Prinze Jr. Et que donc, il a juste décidé de pousser le curseur un peu plus loin. Et on en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est ça qui rend la parodie de Scary Movie assez
assez brillante, c'est qu'elle colle très très près à ce qu'elle parodie. En fait, les décors sont quasiment identiques, on a des répliques qui sont identiques, et on a des traits de caractère des personnages qui sont vraiment très très proches. Et du coup, ça fonctionne comme les films qu'on n'a pas vus parce qu'on se dit, ça fait un bon film, ça fait des personnages qui sont bien écrits, bien dessinés. Et en plus de ça, il pousse suffisamment pour que ça fasse ressortir ce qui était un peu latent dans les personnages qui sont parodiés, quoi. Mais lui, il est vraiment affreux, quoi. Il est horrible. J'ai pas les dates en tête. Je ne sais pas à quel moment dans la chronologie se situe American Pie. Mais c'est aussi intéressant de réfléchir à quel moment la comédie s'est aussi emparée du fait que les gros forceurs, ça peut être rigolo. Parce que, clairement, pour moi, ce personnage-là, il pourrait être dans American Pie. American Pie est sorti juste avant, et donc en fait, il parodie aussi un petit peu American Pie dans Scary Movie. Mais moi, pareil, j'avais pas vu American Pie quand j'ai vu Scary Movie, donc, et d'ailleurs, je trouve American Pie beaucoup moins bien. Mais oui, il y a aussi justement cette ambition de pousser encore plus le curseur sur des personnages qui sont obsédés par le sexe, et qui sont à peu près à tout, quoi. Sauf que dans American Pie, c'est un peu rigolo qu'ils soient un forceur. Là, dans Scary Movie, c'est juste... C'est horrible. C'est horrible, mais c'est volontairement horrible. Et ils en ont déjà conscience à l'époque, ce qui est quand même fou, parce que je pense qu'à l'époque des Scream et des Souviens-toi l'été dernier, quand Wes Craven il bosse sur son Scream, il réfléchit à comment renouveler le slasher 20 ans après Halloween, etc., dans une époque moderne, dans les années 90, qui est une époque aussi d'hypersexualisation des femmes, de tout un nouveau rapport à la mode, au corps, etc. etc. Donc il l'insère, mais je ne suis pas sûr qu'il soit conscient qu'il va rajouter cette couche-là dans son récit. Que les Wayans, ils le regardent en disant « et lui, là. Et lui, c'est vraiment abusé. Non, tiens, on va pousser le curseur. Je trouve ça vraiment, pour le coup, assez malin. Et puis, vraiment très impressionnant parce que Scream est déjà en partie une parodie et une satire du film d'horreur et du slasher. Donc, effectivement, on a le scénariste de Scream qui est Kevin Williamson qui avait fait Dawson. Il veut déjà se moquer des tropes et des archétypes qu'il y a dans les films d'horreur. Et donc, réussir à parodier ça de la manière dont Scary Movie l'a fait, c'est vraiment brillant, quoi. Et en plus, il faut dire qu'ils étaient produits par la même boîte qui était Miramax, donc la boîte des frères Weinstein. C'est peut-être le truc qui a le plus mal vieilli, en fait, de toute cette histoire. C'est de voir Harvey Weinstein dans le générique à la fin. Mais c'est très malin, je pense, de la part de Miramax d'avoir choisi d'avoir les deux franchises. D'avoir Scream, l'original, qui déjà avait un regard un peu humoristique sur ce qui se faisait dans les films d'horreur, et Scary Movie qui s'adresse pas exactement au même public et qui va encore plus loin dans la satire, quoi. Sachant que Scream, une fois encore, je pense que c'est un film, si on n'a pas toutes les références au slasher, on peut l'apprécier en tant que tel, parce que ça reste un jeu de piste, un truc de mais c'est qui le tueur, etc. Et que quand il y a ce fameux personnage qui dit ah mais regardez dans ce film-là, telles sont les règles, etc. En fait, ça te suffit. Et donc en fait, c'est des films qui parlent beaucoup du cinéma, qui se moquent beaucoup de ce que le cinéma a fait jusque-là, mais qui sont suffisamment drôles ou pertinents pour qu'ils puissent exister en eux-mêmes. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il n'y en a pas énormément des films qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Et même quand on pense à des parodies, en fait, une parodie marche vraiment souvent quand on a les références. Et là, la preuve, c'est qu'il y a toute une génération à laquelle on appartient qui a aimé ces films sans avoir vu les quinzaines de films auxquels ils faisaient référence. Donc ça veut dire que c'était quand même suffisamment malin. On avait aussi, donc, dans les personnages, Buffy Gilmore. Une référence assez obvious aussi. Assez obvious, là. Qui est jouée par Shannon Elizabeth et qui est donc un petit peu la traînée secrète, qui évidemment est très sage auprès de ses parents et qui ensuite est une vraie traînée au lycée. Et pareil, là, le personnage de la traînée, ça peut être un truc très risqué, mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence, je trouve. Il y a un truc que j'adore, c'est l'introduction du personnage, c'est la caractérisation, c'est qu'effectivement elle arrive et t'as Brenda qui est en train de bitcher sur elle en disant mais comment tu fais pour être pote avec une meuf pareille, elle est horrible. Et après c'est plus du tout un sujet. Ouais. Elle arrive, elles font semblant devant Buffy, et puis d'un seul coup, vraiment, Brenda n'en parle plus jamais de fait que c'est gênant. Il y a vraiment ce truc de on va se moquer de comment on voit dans les films les filles qui bitchent entre elles, etc. Et que ça crée des tensions. Et en fait, là, ça crée zéro tension. C'est juste gratos pour permettre de caractériser ce personnage-là comme étant effectivement un personnage sexualisé. Ouais, c'est ça, mais qui se sexualise aussi très bien elle-même. C'est ça. Et c'est son droit. Et moi, j'adore la scène de la mort de Buffy, puisque là aussi, ça vient tourner en dérision beaucoup de choses, puisque c'est la victime, elle est en train de se faire massacrer, mais en fait, elle ne fait que narguer Ghostface, y compris une fois décapitée, où elle continue de dire « Bouh, tu m'as décapité, t'es vraiment qu'un gros naze ». Et en fait, Ghostface est complètement désemparé, parce qu'il a beau la poignarder dans tous les sens et la trucider, elle n'est quand même pas impressionnée. Oh yeah, I'm supposed to run, right? Okay, I'm ready. Help! Help! Oh, now I'm gonna fall and break my leg, leaving me helpless. Ooh, I guess this is the big climax. Hope you don't mind if I fake it.
Oh, look at me. I'm all dead. I'm a gross, scary, severed head. Come on, please. Do you know who I am? Et donc j'avoue que ça aussi, ira-t-on jusqu'à dire que c'est une héroïne badass et un strong female character, je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez jouissif de voir justement celle qui est le stéréotype de la victime, qui serait juste objectifiée et ensuite deviendrait une scream queen qui se fait zigouiller. Bah en fait là, elle retourne un peu le truc. Alors certes, elle se fait tuer, mais elle embarrasse beaucoup son tueur. Et ça, j'avoue que c'est pas mal aussi. En fait, j'adore, je me sens, vous savez, ce cliché que l'on a, que je pense être faux parce que ma mère l'est, donc je sais, mais de ces profs de français qui vont suranalyser les lignes de texte dans un roman en disant que là il y a une métaphore et nous étudiants on est là arrête de vous foutre de notre gueule. Ma mère est prof de français donc je sais de quoi je parle. Je me sens un peu là-dedans mais en fait je suis totalement d'accord. Ouais, c'est clair. Pour moi il y a vraiment ce truc de... Il y a un sursignifiant dans le... Non mais c'est vrai, pour moi il y a vraiment un truc de cette figure de femme forte qui dit t'es vraiment qu'un gros nul avec ton gros couteau, tu me fais même pas mal. Enfin, pour moi ça veut raconter ça évidemment et en plus ce qui est toujours bien aussi avec la parodie je trouve c'est... Et avec l'humour et la comédie de manière générale, c'est quand tu fais, en tout cas c'est ce que font les Wayans et c'est ce que va faire The Cure après, se surenchérir les gags. T'en fais un, puis un deuxième et un troisième. Et la question c'est toujours à quel moment je m'arrête ? À quel moment le gag devient plus drôle. Et typiquement celui-là, je trouve que ils vont jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire qu'elle se fait décapiter, elle continue à le narguer et met la tête dans la poubelle, je crois, elle continue à parler, et il y a vraiment cette réflexion quand tu regardes en disant ok, donc là il y a au moins 5 ou 6 surenchères et ça s'arrête au moment où c'est drôle et je suis pas sûr qu'une de plus aurait pas été celle de trop, tu vois. Ça montre aussi quelque chose de leur écriture à eux qui est fine, parce que mais eux ils viennent de la télé, ils savent un peu ces codes-là, etc. C'est toujours drôle au bon endroit au bon moment. Et ils connaissent vraiment très très bien les œuvres dont ils se moquent. Et je pense que ça marche aussi très bien, c'est-à-dire que parfois on voit de la mauvaise satire parce que c'est un peu, on essaye de se moquer de l'air du temps, mais sans vraiment comprendre en fait ce dont on se moque. Et là, le fait de coller aussi près aux œuvres d'origine, ça montre aussi un vrai amour pour ces œuvres-là. Et c'est le cas aussi avec Regina Hall, Brenda, c'est un des meilleurs personnages de la franchise. Et ouais, moi aussi je pense, parce qu'en plus Regina Hall est tellement charismatique et tellement drôle et attachante. Et sa scène de mort est quasiment identique en fait à la scène de mort de Jada Pinkett Smith dans Scream 2, qui est aussi tuée dans une salle de cinéma comble et qui meurt devant l'écran. Et en fait, dans Scream 2, c'est pendant une projection de Scream. Et donc tout le monde est déguisé en Ghostface. De Stab, voilà. Donc tout le monde est déguisé et personne ne se rend compte qu'elle est en train de se faire poignarder par le vrai Ghostface qui est au milieu de la pièce. Et donc c'est assez flippant, mais il y a aussi un côté très camp dans sa manière de crier face à l'écran, tout ça. Et en fait, Regina Hall a repris vraiment ça, sauf que là, en plus, tout le monde lui donne des coups de couteau parce qu'elle parle trop fort au cinéma, ce qui est très très drôle. Hello? Hey, girl. I'm in the movie. Shake a spin, love. Oh! You lying. For Christ's sake, will you just shut your trap? Shut up! Hold on. I don't know why y'all is acting like this. My girlfriend already seen the movie. She said they don't even stay together in the end. Give me that. Right on. You sit down? Oh! Shut up! Oh! Mais elle a reproduit quasiment à l'identique les cris que Jada Pinkett Smith faisait dans Scream 2. Et donc, c'est de la parodie, mais en même temps, c'est quasiment du calque, quoi. Et c'est ça qui est vraiment brillant. Et ça aussi, je trouve qu'il faut du talent pour faire ça. Et aussi, justement, ça les dédouane de beaucoup de choses. Parce qu'ils disent, non mais on aime ces films, on les connaît par cœur, en fait. Donc on peut s'en moquer, parce qu'on les aime vraiment. Le fait qu'il y a tout le cinéma qui s'acharne sur elle. Et pour le coup, elle force. Genre, vraiment, elle parle beaucoup. Elle est horrible, mais en même temps, fois. Moi, je suis vraiment la personne au cinéma qui s'énerve de ouf dès qu'il y a le moindre bruit, la moindre lumière. Et malgré tout, dans cette scène, je finis par être de son côté. Parce qu'elle est dans un public qui est odieux envers elle et qui va l'assassiner. Et donc, c'est ça qui est très malin, c'est que ça retourne aussi, nous, justement, au début, on est un peu crispés aussi de l'entendre parler fort, répondre au téléphone. On se dit, elle exagère un peu. Et en fait, à la fin, t'es là, non, vas-y, meuf. Et elle a raison, elle dit, j'ai payé autant que vous pour voir ce film. Ça aurait pu être beaucoup plus casse-gueule. Et en fait, c'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amour pour les personnages. Et donc, c'est méchant au bon endroit. Et entre parenthèses, tout le public qui la poignarde, c'est des blancs. Il y a un moine... Oui, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est pour le gag. Il y a un moine bouddhiste qui est saoulé parce qu'elle lui a gâché un film de Jackie Chan. Bon, mon argument fonctionne quand même malgré tout. Tu vois ce que je veux dire?
En dehors des ados, on a aussi plein d'autres personnages. Bon, il y a le père junkie qui est pote avec tonton Escobar. Il y a la journaliste un peu traînée aussi, Gail Hailstorm. Et il y a Doofy, le coupable au final, qui est joué par Dave Sheridan, qui est, à mon avis, une référence à Andy de Twin Peaks aussi. Pas que, mais moi, j'y vois aussi quand même un petit peu... Sauf que dans Twin Peaks, il est hyper charmant et attachant. Oui, il est gentil dans sa naïveté un peu bête. Ouais. Mais moi, j'y vois un peu de ça, même s'il n'y a pas que ça. Il a voulu aussi parodier David Arquette, je crois. Mais ouais, moi, il m'écœure absolument ce personnage, je le trouve horrible. Est-ce que tu as un personnage préféré parmi ceux qu'on a cités ou un autre que j'aurais peut-être oublié ? Bah, moi, ça joue vraiment entre Brenda et l'homosexuel refoulé. Non, ce qui est pas mal avec le personnage de Gail, c'est que c'est évidemment une parodie du personnage de Courtney Cox dans Scream, qui s'appelle aussi Gail, mais G-A-L-E, si je dis pas d'ânerie, et donc là, qui est Gail, mais qui est vraiment beaucoup plus secondaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à Scream, on pense à Neve Campbell, on pense à Courtney Cox et on pense aux deux gars principaux et on oublie un peu les autres. Là, pour le coup, ils ont rajouté tellement de couches avec le frère de Brenda, qui est donc joué par Marlon Wayans, qui est le gros fonce-dé, qui va faire fumer Ghostface, etc. Qui est le personnage, pour moi, le plus mémorable. Enfin, en tout cas, quand j'avais 12 ans, c'était ce personnage que je retenais, quoi. C'était son rire de hyène. Et ben, tu sais quoi, du coup, j'étais presque déçu quand j'ai vu le film et que j'ai vu qu'il était à ce point-là secondaire. Heureusement, dans le 2, il a plus de place, mais j'étais presque un peu déçu. Je pensais que c'était vraiment le rôle principal, quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, ils sont tous assez géniaux, sauf, t'as raison, le petit copain d'Anna Faris qui est insupportable. Et moi, Doofy, j'ai du mal. En fait, mais c'est volontaire de la part des Wayans, ils y arrivent bien, mais ce côté cracra répugnant, je mets du gel, je sais pas si c'est vraiment du gel ou autre chose. Ouais, je me branle dans l'aspirateur. Ce gars-là, il est pas mal surtout à la fin, mais... Je t'avoue que même là, rien que d'en parler avec toi, ça me fait encore plus aimer le film, alors que quand je l'ai revu avec 20 ans d'écart, j'étais un peu en mode, ouais, bon, c'est rigolo, mais c'est pas non plus passionnant, quoi. Enfin, il y a certains gags qui marchent, d'autres moins. Et en fait, là, plus j'en parle, plus je me dis qu'il y a quand même beaucoup de couches qui sont plus fines que ce que j'imaginais. Mais quand même, c'est un film vulgaire, très vulgaire. Est-ce que, à ton avis, c'est trop vulgaire ou est-ce que ça fait aussi partie du délire, quoi ? Je pense que ça fait partie d'une vague, c'est ce qu'on disait avec l'American Pie, où on sent qu'avec les années 90-2000, où les potards sont poussés, je sais pas, je vais pas faire de grandes théories, j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais tu vois, avec l'arrivée d'Internet, avec l'évolution des mœurs, post-Reagan, etc., je pense qu'il y avait une volonté de vouloir aller plus loin. Le site Rotten, je sais pas si ça a appartenu à ta génération, si t'étais trop jeune, mais... Wow. C'était quoi ? C'était un site qui comportait plein d'images choquantes. Et c'était vraiment le jeu pour moi en tout cas les gens de ma génération. On allait après les cours, on allait sur Rotten entre potes, et c'était que des photos mais vraiment choquantes et on savait pas si c'était vrai ou pas. Il y avait des trucs sexuels, mais il y avait aussi des photos de cadavres, plein de trucs dérangeants en fait. Internet, c'était une belle époque à ses débuts, hein, c'était quelque chose. Vraiment, mes 11 ans ont été fabuleux. Non, mais disons que, en tout cas, je comprends pourquoi c'est autant vulgaire. Je vois dans quel mouvement ça s'inscrit, dans quelle époque c'est, est-ce que ça veut raconter. Et au final, quand je le prends aujourd'hui, oui, effectivement, moi, le personnage moi, c'est vraiment celui de Doofy que je trouve too much. Dans ce côté un peu crasse-pouille et tout machin, je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais en même temps, c'est de son époque. Enfin, je veux dire, moi, je suis moins gêné de la vulgarité d'un film comme celui-là que d'un American Pie, par exemple. Oui, je suis d'accord. Je dis pas qu'American Pie me gêne, mais tu vois, dans le côté... s'il avait été aussi encore plus vulgaire, je pense qu'il aurait mal vieilli. American Pie, est-ce qu'il a bien vieilli aujourd'hui ? Je suis pas certain. Scary Movie, s'il fonctionne aussi bien, c'est parce que derrière les gags un peu lobotomie avec une bite, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des trucs de vraiment... Lobitomie. Elle est super. J'espère que ce sera le nom officiel. Non, mais tu sais, t'as aussi des gags où t'as juste Anna Faris qui part en courant avec les bras en l'air en faisant n'importe quoi. T'as des chutes, t'as le fait qu'on fume des joints et qu'on défonce des... Oui, c'est de l'humour bon enfant aussi, quoi. C'est plus que juste vulgaire. C'est un humour qui se veut être un peu complet et je trouve que c'est un humour qui raconte bien son époque, en fait, quelque part. Donc, il y a la vulgarité de l'époque. La question que moi, je me pose, en fait, c'est est-ce qu'en 2026, ils vont garder cette vulgarité-là ou ils vont pas un peu l'estomper pour... aller faire plus de références, pour aller tirer sur tout le monde, mais est-ce qu'ils vont être aussi graveleux ? Je sais pas si en 2026, on est capable de recevoir des nouvelles comédies aussi graveleuses, mais par contre, je trouve qu'en les revoyant, moi, c'est pile au bon endroit. C'est pas trop vulgaire, presque, mais ça l'est pas trop. Pour savoir ce qu'on a pensé du 6, restez jusqu'à la fin de l'épisode, puisque au moment où on enregistre cette partie, je ne l'ai pas encore vue, mais je vous en donnerai des nouvelles, évidemment, juste après. Moi, je crois qu'il y a des moments qui m'ont particulièrement dérangée. Alors déjà, la lobotomie, le glory hole, là, c'est un core memory pour moi. Vraiment, c'est-à-dire qu'avant de le revoir, il y avait deux choses dont je me souvenais. C'était la bite dans l'oreille et la tronçonneuse foufoune. Et j'emploie le jargon technique. C'était vraiment les trucs où genre... la moi de 11 ans ou 12 ans, ça fait partie de mon ADN, tu vois, vraiment, ça m'a traumatisée. Et en fait,
Il y a aussi un truc qui m'a encore dégoûté là en le voyant, c'est quand ils s'en mêlent les langues, où c'est un peu une référence à Sex Intention, je pense. Et en fait, je me demande si c'est pas aussi parce que le CGI était très nouveau pour nous à l'époque. Ah, c'est possible. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça qu'on pouvait faire de manière réaliste. Enfin, il y avait eu Casper et il y avait eu Titanic qui en utilisait un tout petit peu, mais on était vraiment, tu vois, à l'aube d'un nouveau truc avec les effets spéciaux. Et en fait, ces effets spéciaux-là, dans un univers réaliste, parce qu'il y avait eu aussi, comment ça s'appelle, Roger Rabbit, mais qui était un mélange avec de l'animation, tout ça. Là, dans cet univers réaliste, voir la bite dans l'oreille ou les langues qui font un nœud, tout ça, ça a créé une espèce de perturbation vraiment chez moi, mais hyper intense. Et je pense que c'est parce que ça avait l'air trop réaliste à l'époque, tu vois, par rapport au peu de CGI auquel on avait encore été confrontés. Mais je sais, c'est une théorie personnelle. Il y a aussi que, tu remarqueras, les 3 scènes dont tu as parlé là, c'est effectivement une bite qui rentre à l'intérieur d'un crâne. On sort une tronçonneuse pour s'approcher d'un sexe féminin et des langues qui littéralement deviennent un nœud et qui a l'air d'être très douloureux pour les personnages principaux. Bah, c'est 3 séquences d'horreur. En fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas étonnant que ce soit des éléments qui t'aient choqué. Est-ce que c'est les effets spéciaux? C'est possible. Est-ce que c'est le côté réaliste du truc? Probablement. Mais c'est aussi des scènes qui sont objectivement douloureuse à regarder, tu vois. Ouais, et il y a raison. beaucoup de ça dans Scary Movie. En fait, c'est encore une fois ce qui est intelligent, c'est que c'est pas un film qui fait peur. Non. C'est pas un film d'horreur. Mais c'est un film qui comprend que s'il veut pouvoir parodier les films d'horreur, il faut qu'à un moment on voit un peu. Pas du gore, mais il faut qu'on voit cette violence-là. Donc ça passe par effectivement Buffy qui se fait décapiter. Ça passe par un moment où on t'enfonce un couteau dans la poitrine, on sort avec un truc en plastique. Mais quand on y pense, c'est un personnage qui se fait décapiter. C'est un personnage qui se prend un coup de couteau dans la poitrine. Et tout ce dont on a parlé là, c'est des séquences d'horreur. Et moi, gosse, je pense que ça m'aurait fait flipper d'horreur. Et pas parce que j'avais pas les références ou quoi, mais juste parce qu'objectivement, quand on raconte ça comme ça, remettez-vous dans le vous qui a 11 ou 12 ans, une bite dans le cerveau, c'est pas rigolo. Ah bah non, c'est sûr. Et c'est rigolo aujourd'hui, surtout quand tu sais que c'est un personnage refoulé, qui ensuite moi, devient tous les hétéro, dimanches, c'est la grosse poilade, hein. C'est la poilade du dimanche. Non mais tu vois, je pense que ça joue de ça aussi. C'est que c'est des séquences qui sont objectivement, en fait, terrifiantes. Oui, non, t'as raison. Et c'est pour ça que quand même, sans vouloir faire ma réac, les limites d'âge sont pas une énorme bêtise. Parce que moi, ça me fait penser, ce que tu dis, au fait que mon plus gros traumatisme cinématographique, c'est Mars Attacks, parce que je l'ai vu quand j'avais 6-7 ans. C'est censé être une comédie aussi de Tim Burton, mais si tu le vois trop jeune, tout ce que tu vois, c'est la réalité. Tu penses que c'est vraiment comme ça, et c'est terrifiant. Et donc ouais, j'imagine même pas ce que ça peut faire de voir Scary Movie trop jeune, mais t'as totalement raison. Et en fait, je me posais la question, est-ce que c'est un bon film au-delà de la parodie, est-ce que c'est un bon whodunit, tu vois, avec un vrai mystère sur qui est le tueur à la fin? Et est-ce que c'est un bon film d'horreur? Et moi, je pense que c'est un bon film d'horreur parce que pour moi, un film d'horreur, c'est dérangeant. Ça va vraiment appuyer sur des zones très subversives, très tabous, en fait, de notre inconscient. Et Scary Movie le fait d'une manière différente de beaucoup de films d'horreur, mais ça va déranger en allant justement très loin dans le graveleux, le dégueu. Et donc pour moi, même si j'ai pas des frissons d'angoisse en le regardant, je suis dérangée. Et donc ça répond à une partie de la consigne d'un bon film d'horreur pour moi. Mais même par rapport au whodunit, c'est-à-dire que assez rapidement, parce qu'on a Scream en tête, on devine qui sont les personnages derrière Ghostface. Mais en fait, il y a un moment où j'ai envie de savoir pourquoi. Et pour moi, un bon whodunit, c'est pas juste un plot twist, c'était le prêtre finalement. Enfin, tu vois, pour moi, un bon whodunit, c'est une bonne enquête où d'un seul coup, on se pose vraiment la question de pas tant qui est derrière le masque, mais pourquoi cette personne est derrière le masque. Je dis pas que le film est très intelligent sur la question-là, parce que c'est pas son sujet, mais le fait est qu'au fond, il essaie de raconter quelque chose qui n'est pas juste un copier-coller de Scream, tu vois. Et quand on voit ce qu'il veut raconter, il va juste un peu plus loin que Scream, mais ça fonctionne. Moi, quand je le voyais, j'avais vraiment envie d'avoir cette scène-là de révélation. C'est qui Ghostface? Ah bah oui, ils sont deux, bah oui, comme dans Scream. Et ah bah oui, c'est lui, ah bah oui, comme dans Scream. Et puis ah d'accord, il se passe ça. Ouais, c'est clair. Et donc c'est en ce sens-là aussi, à partir du moment où il t'attrape un petit peu et t'as envie d'avoir la fin, c'est que c'est aussi un bon whodunit quelque part. Même si tu vois tout à des kilomètres. Hein. Vraiment des kilomètres. Ouais, mais je t'avoue que moi, en le revoyant, tu vois, je me souvenais plus, quoi. J'aimais bien le fait que dans les 20 premières minutes, t'es quand même un peu en mode, OK, qui ça va être? Il y a un vrai suspense qui se met en place. Et donc, c'est narrativement quand même assez bien réussi. Et puis, ça donne quand même l'occasion à la fin d'avoir la super ref à Usual Suspects aussi avec Doofy qui révèle qu'en fait, il n'est pas du tout comme il prétend être depuis le début. Et ça aussi, c'est malin, un peu comme le truc sur l'homosexualité refoulée où finalement, à la fin, il dit, bah non, pas du tout. Là, c'est aussi un personnage qui va quand même jouer sur une caricature assez offensante de quelqu'un qui aurait un retard mental. Et en fait, à la fin, on se rend compte que pas du tout et que justement, c'est une caricature parce que lui-même a fait semblant, qu'il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, quoi. Et donc, ce qui aurait pu être offensant l'est finalement un peu moins quand on se rend compte que Doofy n'est pas si Doofy que ça. Alors que Kevin Spacey dans Usual Suspect, quand on réfléchit bien à la manière dont il joue une personne
j'ai pas le bon terme, mais un peu diminué. Handicapé, il a un handicap. Il a une forme de handicap. En vrai, c'est un peu plus gênant. Ouais, je suis d'accord. Que la parodie qu'on fait de Woofy, qui se parodie. Enfin, tu vois, il y a encore une fois une espèce de double ancrage dans le film et le film dans le film qui est plus malin. Non, carrément. J'adore cette analyse hyper deep de Scary Movie. Franchement, je m'y attendais pas au moment où je t'ai contacté, mais en fait, je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs, ça reprend les codes du stoner movie, qui est un truc qui n'existe pas encore vraiment dans les années 2000, où on est défoncé et on rigole d'être défoncé, et du coup, le public qui va regarder le film à la maison sera peut-être défoncé, et du coup, va en rire aussi. Mais en même temps, ça fait des références aux films d'horreur, et en même temps, il y a des gags qui sont des jeux de mots, il y a des gags qui sont très visuels, à savoir donc le truc en plastique dans le sein, mais tu as aussi ce fameux flashback de qu'est-ce qu'on a fait l'été dernier, pourquoi on nous traque, etc., qui est quand même juste un gars qui se fait rouler dessus à 3 reprises de manière absolument gratos. C'est aussi ce genre d'humour-là. Et en fait, quand on y réfléchit, il y a quand même un vrai éventail de ce qu'on peut traiter dans l'humour, ce que Zucker n'arrive pas à faire. Zucker, pour le coup, c'est vraiment juste, lui, il tombe, lui va se prendre un truc et c'est très rigolo, et ça me suffit très bien. Mais pour le coup, lui, il a une espèce d'ampleur de comédie qu'ils ne réussiront pas à reproduire dans le 2, par exemple. Le 2, il se veut un peu plus cérébral ou un peu plus cracra avec la main du serviteur. Mais je trouve que quand on y réfléchit, Scary Movie propose vraiment plein de pans de comédie et chacun peut s'y retrouver. Ouais. Il y a des trucs qui vont agacer des gens, mais ils vont adorer le gag suivant et vice-versa. Tu vois. Grave. Alors maintenant que tu as tout vu, le 1, tu le situes où dans la franchise ? C'est le meilleur. Ouais, ok. J'ai une attache au 3 parce que c'est le premier que j'ai découvert et parce qu'il parle de film que je préfère, mais objectivement, c'est le meilleur. C'est le mieux écrit. C'est le plus soft aussi quelque part, parce que dans le 2, tu sens qu'ils ont voulu aller cette fois on fait un film de fantôme et du coup on va faire ça. Dans le 4, ils font même une référence dans une scène post-générique à l'interview de Tom Cruise chez Oprah Winfrey. Enfin, tu vois, à un moment, la référence pour la référence, ça devient un peu gratos. C'est pas le cas du premier. Le premier, c'est pile le bon dosage. Et puis malgré tout, c'est quand même rare les franchises où le premier, c'est quand même pas le meilleur. Je suis désolé de te le dire, Anaïs, mais Fast and Furious 1... Non, c'est pas le meilleur. Non, le 2 et le 3 7. Non, c'est le 2 et le 7 à égalité. Drôle de tech. Mais non, mais tu vois, globalement, c'est quand même rare les franchises où le premier n'est pas le meilleur. Ouais. Et je trouve que Scary Movie rentre typiquement là-dedans. Alors, il faut préciser quand même que le film, si on a droit à cette franchise qui perdure 26 ans plus tard, c'est parce qu'il a fait évidemment un énorme carton en salle. Et comme tu l'as dit, les frères Wayans ne s'y attendaient sans doute pas. Et c'est aussi ça qui nous rend aussi peut-être tendre avec ce premier film, c'est qu'il a été fait uniquement avec un budget initial de 19 millions de dollars. C'est un bon budget, mais c'est pas énorme. Et ils ont empoché 278 millions de dollars au box-office mondial. C'est énorme. Parce que, justement, il y avait une espèce de rite, je pense, pour les gens, comme tu le dis. C'était un film de stoner, mais c'était un film de potes. C'était un film où on disait, vas-y, tu l'as vu, viens, on va le voir ensemble. Et tout le monde rigole dans la salle. Et donc, c'est devenu un phénomène de salle et de location aussi en vidéoclub. Mais aussi parce que je pense que c'est aussi une époque où les comédies américaines sont plus très drôles et plus très remarquées, soit sont très datées avec des films avec Dustin Hoffman ou Robin Williams. Et attention, j'aime bien, mais il n'y a pas de renouveau de la comédie américaine et Scary Movie s'insère aussi un peu dans cette faille-là. On entre dans une nouvelle ère, effectivement, de l'humour, en fait, dans l'humour US, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, donc, c'est un film qui était noté R, donc qui est interdit au moins de 13 ans, je crois, pour le public américain. Et donc, il devient le film noté R le plus rentable de l'histoire à cette époque-là. Il bat les records d'audience de Scream, dont il s'inspirait. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Et il devient aussi le film le plus rentable pour un réalisateur noir. Et donc, c'est un film qui va quand même battre beaucoup de records. Ça, c'est pas rien comme record, quand même, symboliquement. C'est ça. Et moi, je vois aussi un truc quand même très important dans ce film, et c'est Regina Hall qui disait que ce dont elle était très fière, c'est que c'était pas un film de blanc ni un film de noir, c'était juste un film. Alors que c'est vrai qu'il y a eu quand même toute une période du cinéma US où il y avait les films de noir et où il y avait les films de blanc, et c'était deux publics qui se mélangeaient pas forcément. Et là, on a un casting diversifié, mais sans forcément que le film attire l'attention à la couleur de peau des personnages, ou quand ils le font, c'est dans des blagues qui sont assez marrantes. Et en fait, moi, j'y vois aussi le précurseur de ce qui va arriver ensuite avec Fast and Furious, pour boucler la boucle, qui est aussi un casting diversifié où au final, en fait, il n'y a plus de question de couleur de peau des personnages, ou de ségrégation du public. On est vraiment sur ce que Hollywood peut aussi faire pour mettre en avant la diversité. Et c'est un combat qui continue encore aujourd'hui, mais ça fait partie de ces franchises-là qui ont peut-être attiré un public, justement, très blanc vers d'autres visages et d'autres types d'acteurs. Et ça, je pense que ça a eu un impact énorme dans la culture populaire. Vous vous souvenez de ce que je disais sur le personnage d'homosexuel refoulé que j'adore, dont je parle depuis tout à l'heure. C'est anodin, mais c'est bête, c'est un personnage noir. C'est-à-dire que des personnages noirs, homosexuels, dont la sexualité est un sujet, mais pas vraiment, dans une comédie,
mais je crois que même depuis Scary Movie, j'en ai pas vu. C'est-à-dire que c'est une On en représentation. voit à la télé, quoi, mais c'est vrai Ouais, qu'au mais cinéma, c'est beaucoup plus tu vois, rare. Ouais. et je pense qu'ils sont quand même fins sur ce truc de. En fait, c'est pas un sujet que le personnage soit noir, c'est parce qu'on fait un personnage dont on se moque de la sexualité, qu'il soit blanc ou noir, on s'en fout. Et c'est en ça que la citation de Regina Hall a fait effet. Il faut noter aussi que les frères Wayans, ils sont à l'origine d'un autre film après Scary Movie 2 que moi j'adore, que c'est Fausse blonde infiltrée, qui est pour le coup un film qui va vraiment se jouer de ces codes-là pour le coup, parce que si vous l'avez pas vu, c'est du whiteface. C'est du whiteface, c'est vraiment c'est l'inverse d'un blackface. C'est 2 agents du FBI qui doivent se faire passer pour 2 blondes pour rentrer au sein d'un campus américain, je crois. Et qui parodie Paris Hilton et. C'est exceptionnel. Et comment elle s'appelait l'autre Nicole Garcia. Non. Nicole Richie. Nicole Garcia. Je sais. Ok. Rien à voir, Nicole Garcia. Mais ce serait incroyable de voir les frères Wayans parodier Nicole Garcia. Pour le coup, je pense que ce serait incroyable. Non mais oui, et ça reprend Paris Hilton et Nicole Richie, mais au-delà de ça, il y a ce truc de l'imagerie du masque qui est vraiment dégueulasse. C'est pas un blackface qui est bien fait, c'est un côté un peu. C'est dérangeant, de la même manière qu'un blackface est très dérangeant. Ouais. Et sauf que non, là pour le coup, c'est vraiment le commentaire du film. Vraiment, ils font un film pour parler de ça. Mais si vous l'avez pas vu, par ailleurs, Fausse blonde infiltrée, White Chicks en VO, c'est exceptionnel. Hein. Moi, je trouve que c'est peut-être meilleur que Scary Movie, je sais pas, mais il faudrait que je le revoie. Il faudrait que je le revoie aussi, parce que je l'ai pas revu depuis l'époque, mais par contre, je voudrais saluer pour une fois une bonne traduction de titre de l'anglais au français, parce qu'on sait que les Français, quand même, sont pas très doués pour faire des nouveaux titres au cinéma, mais Fausse blonde infiltrée, donc FBI, ça marche très très bien. C'est très très bien. Est-ce que t'es hypé, du coup, pour le nouveau Scary Movie ou pas du tout ? Écoute, je crois un peu. Les frères Wayans, donc après le 2, ils décident de partir. Le 3, j'en ai beaucoup parlé, mais en vérité, à partir de là, ça commence à se casser la gueule. Ça se casse tellement la gueule que dans le 5, il n'y a même plus Anna Faris et Regina Hall. C'est leur grand retour. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le nouveau va permettre de raconter beaucoup de choses de ce qui se passe dans le cinéma d'horreur contemporain, mais ça va aussi jusqu'à Get Out ou quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. En fait, je crois que je passerai, quoi qu'il en soit, un plutôt bon moment. La question, c'est est-ce que ça va être au niveau du premier ? J'en doute. Est-ce que ça va pas quand même être rafraîchissant, parce qu'actuellement, il n'y a plus beaucoup de comédies qui osent aller sur ce terrain-là, qui réussissent à être piquants. Parce qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est à une époque où maintenant les studios sont frileux parce qu'on ne faut pas froisser telle communauté ou telle communauté. Et il faut peut-être quelqu'un qui dit, en fait, on peut les froisser si on froisse tout le monde, de manière intelligente. Là, c'est une des plus grosses franchises de l'histoire, donc ils peuvent se le permettre, parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas des petits jeunes qui arrivent, c'est Scary Movie, quoi. Je pense que c'est la franchise parodique la plus célèbre et la plus successful de l'histoire du cinéma, quoi. Au moment où on enregistre, donc on est 2 jours avant sa sortie, moi je le dis, je vais être au 9h des Halles. Ah, trop bien. Ah ouais, moi je vais aller le mercredi 9h du matin. Il n'y a pas de projection presse, ce qui est pas forcément un bon signe par ailleurs. Ouais. Mais oui, moi je vais le voir dès que je peux. Ouais, moi aussi. Bah écoute, on se fait un petit, petit point, voilà, une fois qu'on l'a vu. J'espère qu'on sera pas déçus, purée. Moi aussi, mais en fait, je pense que l'avantage qu'on a et ce qui nous rapprochera de l'expérience qu'on a eue avec le 3 ou le 4, c'est qu'on est tous les deux fans de films d'horreur et qu'on est tous les deux critiques ciné et qu'on en a vu un paquet. Voilà, et donc en fait, on va comprendre tout ce que le film veut nous raconter, ce qui n'était pas le cas quand on avait 12 ans. Donc potentiellement, ça peut aider. À voir comment le public de 12 ans le réceptionne par contre. C'est vrai. Je sais pas si ça sera aussi bien perçu. C'est clair. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 minutes. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Salut Anaïs, je te fais un petit vocal parce que, pour faire suite à notre discussion, je sors tout juste de la projection du nouveau Scary Movie. Et juste, petite réaction à chaud, j'ai hâte d'avoir ton avis à toi aussi, mais je suis un tout petit peu déçu. Un tout petit peu déçu dans le sens où le film est hilarant à plein de moments. Il y a quelques séquences qui fonctionnent pas, je trouve, selon moi, mais globalement, moi, j'ai beaucoup ri. Par contre, je trouve que quand bien même ils ont gardé ce qui fonctionnait bien dans le premier, à savoir avoir une vraie structure qui se rapproche d'un ou deux films qui sont là vraiment les reboots de Scream et de Halloween, c'est vraiment ça la structure. En revanche, je trouve qu'ils se perdent un peu plus. Il y a vraiment des scènes, c'est juste des sketchs. Et des sketchs très drôles, mais qui sont un peu gratos. On n'a pas grand-chose à faire dans le récit. Ils sont juste là pour faire des clins d'œil. Et surtout, et donc moi ça me fait plaisir parce que je viens de me faire tous les films, mais c'est hyper méta. Il y a plein de blagues méta et jusque-là, je trouve qu'il n'y en avait pas tant. Enfin, en tout cas, il y en avait, mais pas à ce point-là. Là, il y a vraiment énormément de blagues, de références au fait qu'on est dans une franchise, au fait qu'on est sur Scary Movie, au fait que les frères Wayans, ils n'ont pas réalisé le 3 et le 4, etc., etc. Il y en a vraiment plein. Ce qui fait que moi qui ai vu tous les films, toi qui as vu quasiment tous les films, on comprend les refs et c'est fou. Mais en fait, les gens qui, typiquement, si je repose la question que tu m'as posée par rapport au premier Scary Movie,
est-ce qu'on peut regarder ça sans avoir vu le reste? Non seulement je suis pas sûr que si on n'a pas vu Get Out, Weapons, etc., on comprend vraiment les séquences un peu sketch gratos, mais surtout, si on n'a pas vu Scary Movie 1, 2, 3 et 4, on passe à côté de pas mal de trucs et c'est cool pour les fans, mais je trouve que là, c'est un niveau de fanservice qui est un peu mal dosé parce que vraiment, il y a des moments où j'étais là, si jamais t'as pas la ref, vraiment, tu te dis ça n'a rien à faire là. Et c'est dommage parce que je trouve que le premier n'était pas comme ça. Le 3 un peu, mais bon, le 3, c'est mon cœur, tu le sais. Donc moi, j'ai passé un bon moment. Il est clairement meilleur que la grande partie des films. Et vraiment, j'étais dans une salle qui rigolait pas beaucoup. Moi, j'ai beaucoup ri. Il y a 2-3 séquences où le côté on crache sur tout le monde et fuck la bien-pensance fonctionne pas toujours, je trouve. Mais il y a des super idées. Il y a vraiment des super idées de gags, de méchanceté. Il y a des moments un peu boomer, mais voilà. Donc bref, je pense que tu vas être à peu près du même avec moi. Peut-être que tu seras même plus dur. J'en sais rien, mais j'ai hâte d'avoir ton retour. Sur ce, je te laisse. Je vais aller voir un autre film. Alors, je sors à peine de ma projection de Scary Movie 6 et je dois dire que, honnêtement, c'est plutôt une agréable surprise. Soyons clairs tout de suite, c'est pas le film de la décennie, c'est même pas le film de l'année, mais je trouve que pour une franchise qui en est à son 6e volet, ils s'en sortent pas mal du tout. En fait, pendant le film, j'ai beaucoup pensé à La règle des 6 rires de Mark Kermode, qui est un critique britannique dont je vous ai peut-être déjà parlé, que j'aime beaucoup, critique de la BBC. Et ce critique, Mark Kermode, dit souvent que quand il va voir une comédie, il a un critère très simple, c'est qu'il faut rire au moins 6 fois. Que si on n'arrive même pas à passer la barre des 6 rires, c'est que c'est une comédie ratée, mais qu'à partir du moment où on a dépassé cette barre-là, le contrat est rempli avec le spectateur. Et en fait, je pense que dans les 10-15 premières minutes, j'avais déjà franchi la barre des 6 rires. En fait, j'ai beaucoup ri, vraiment ri de bon cœur, et je m'y attendais pas forcément. Donc pour moi, c'était un divertissement qui était parfaitement plaisant. C'est politique par certains moments, ce que j'ai beaucoup apprécié. Il y a quand même un gag sur Ice, il y a un gag sur les violences policières. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le cast d'origine. J'avoue que j'ai été un peu émue de voir leur retrouvailles, alors que bon, j'ai pas d'attachement particulier à Scary Movie, mais quand même, je trouve ça chouette de voir ces légendes de la comédie qui sont réunies 26 ans plus tard. Et puis il y a aussi des caméos qui font vraiment plaisir. Alors déjà, j'étais très très contente de voir Kenan Thompson dans une parodie de Michael, le film sur Michael Jackson. Mais je pense que le meilleur caméo, c'est évidemment celui de la séquence d'ouverture. C'est toujours quelque chose d'assez culte dans Scary Movie, la séquence d'ouverture. Et là, on a Carmen Electra déjà qui fait son retour, qui fait un petit clin d'œil. Et face à elle, il y a Teyana Taylor, qui est devenue un peu la star montante l'année dernière grâce à Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. C'est une actrice, moi, que je trouve fascinante et ça fait vraiment plaisir de la voir dans cette séquence d'ouverture que j'ai trouvée assez réussie parce qu'elle renverse un petit peu nos attentes sur l'agression classique qu'on voit arriver avec Ghostface. Et puis, je dois dire que ce qui m'a beaucoup fait rire avec l'apparition de Teyana Taylor, c'est qu'il y a une blague sur le fait qu'elle a pas eu d'Oscar. Et à la dernière minute, elle sort son Golden Globe et elle dit « Bah ouais, mais j'ai eu un Golden Globe ». Et vu que je suis votante aux Golden Globes, j'avoue que j'ai eu un petit plaisir très, très, très égocentrique de me dire que, d'une manière ou d'une autre, j'ai contribué à cette blague, ou en tout cas à être mentionnée d'une manière ou d'une autre dans Scary Movie 6. Donc, merci Teyana Taylor. Comme Arthur, ce que je trouve vraiment chouette dans le film, c'est qu'il est foisonnant en termes de références et c'est un peu ce qu'on avait anticipé tous les deux. On capte toutes les références du film parce que c'est notre métier de mater des films depuis 10-15 ans et donc j'avoue que je me suis peu ennuyée. Il y a des références qui sont très attendues. Je pense que la séquence qui m'a le plus fait mourir de rire, c'était celle sur Get Out. Parce que Marlon Wayans est incroyable et que vraiment, pour moi, ça reste la star principale de cette saga, même si Anna Faris est censée être l'héroïne. Marlon Wayans me fait tellement rire dans ce film. À chaque fois qu'il est à l'écran, en fait, je trouve ça génial. Il y a un live Twitch aussi, enfin, en tout cas, un live stream dans le film qui est hyper, hyper drôle. Et puis, il y a des références un peu moins attendues. Et alors, il y en a une, j'hésite à vous la spoiler, mais franchement, K-pop Demon Hunter, je m'y attendais pas du tout et j'étais morte de rire quand j'ai capté qu'ils allaient aussi parodier K-pop Demon Hunter. La parodie elle-même, je la trouve pas si réussie que ça, mais le fait qu'ils aient osé aller sur ce terrain-là aussi, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, honnêtement, on est loin du chef-d'œuvre, mais j'ai vraiment passé un bon moment et ma salle était assez remplie alors que c'était une séance du matin à 11h. Je pense qu'avec une salle vraiment comble, ça aurait été encore plus drôle. Mais franchement, il y a quelques gags qui m'ont vraiment fait mourir de rire, notamment un gag sur Destination Finale au tout début qui est génial aussi, je trouve.
Et donc, je pense que c'est une suite très honorable quand on sait que c'est la 6e de cette franchise, qu'ils n'hésitent pas à se moquer d'eux-mêmes, à mentionner le fait que les frères Wayans reviennent pour la première fois à l'écriture depuis très très longtemps et qui sont un peu vénères d'avoir été évincés de l'écriture sur les films précédents. Bref, franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. J'en attendais pas des masses non plus, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de déception. J'ai passé un très bon moment et j'avoue que j'ai pas rattrapé tous les précédents de la franchise, mais je pense que ce numéro 6, de ce que j'ai compris et de ce que Arthur racontait, doit se situer plutôt haut dans le panier et dans le classement de cette franchise. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci Arthur déjà de t'être retapé toute cette franchise et d'être venu parler de Scary Movie avec nous. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter, mettre 5 étoiles, vous abonner, envoyer un courrier recommandé à tous vos proches pour leur dire de s'abonner. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast qui sera consacré à Disclosure Day de Steven Spielberg. Bisous. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.